Au nom des organisations qui ont convoqué cette table ronde, c'est-à-dire Women International, Women Human Rights International Associations, Fondation Daniel Mitterrand, International Educational Development et Non-Violent Radical Party Transnational and Transparty, je vous donne la bienvenue à cette table ronde qui porte donc sur l'accès à la médecine et aux médicaments dans le camp de Liberty, près de l'aéroport de Bagdad. Pourquoi cette question particulière? Il s'agit là de centaines de demandeurs d'asile iraniens qui se trouvent bloqués en Irak depuis plusieurs années, qui ont subi des attaques répétées de la part des forces armées irakiennes qui seraient censées les protéger et qui, au cours de ces différentes attaques, au cours des années, ont fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés qui, souvent, n'ont pas eu accès aux soins et aux médicaments. Du camp de Liberty en Irak. Je pense qu'elle a une responsabilité américaine importante, c'est ce qu'il faut commencer à dire, parce que si les Américains ont permis ce déplacement, eh bien c'est eux qui ont aussi la responsabilité de l'état dans lequel se trouvent les populations aujourd'hui à l'intérieur des camps. Je crois qu'il est temps de le rappeler au gouvernement des États-Unis, à son président, c'est que c'est eux qui ont poussé le nouveau gouvernement à faire ce transfert, mais c'est eux aussi qui n'ont pas veillé aux soins et aux protections qui doivent être accordées à des réfugiés selon les principes mêmes de la Charte des Nations Unies. Je crois aussi qu'il est important de dire, lorsqu'on s'occupe de l'Europe, qu'il est absolument anormal de voir que l'Europe, et j'ai ici un collègue parlementaire européen, mais que l'Europe, qui avait à un moment donné, la Commission et le commissaire en charge des relations extérieures, avait nommé un envoyé spécial pour la question du camp d'Ashraf. Et puis, bien l'Europe a simplement écouté ce que les Américains ont tenu comme propos, comme quoi ils allaient assurer le transfert des populations, mais que tout cela fait dans les règles du respect du droit international et du respect des réfugiés. Et en fait, l'Europe s'est dégagée de ses responsabilités aussi. Et donc, c'est un double plaidoyer que je voudrais faire. C'est pas simplement de dire les États-Unis ont une responsabilité, mais l'Europe aujourd'hui pêche par une très grande incohérence. Incohérence entre les propos qu'elle tient lorsqu'elle parle de la nécessité du respect des droits de l'homme et du respect des conventions internationales de par le monde et à travers l'ensemble des conventions qu'elle passe avec les pays tiers et en particulier avec les pays du Sud. Et puis, après ça, on s'aperçoit que c'est la règle de l'exception qui prédomine généralement. On ferme les yeux sur une série de situations et il n'y a plus d'envoyé spécial de l'Union européenne aujourd'hui pour les réfugiés qui ont été transférés vers Liberty. Mais à ce temps-là, la seule chose que j'ai vue qui fonctionnait exemplairement, c'était Ashraf. Et ce témoignage, je le répéterai toutes les fois qui seront nécessaires. Et c'est un crime ce qui était fait. C'est un crime d'avoir défendu, avoir expulsé les réfugiés de Ashraf à Liberty, d'un côté, et d'autre côté, leur avoir défendu de ramener leur équipement, qui était un équipement de pointe. Par exemple, Arch Humankind, bon, c'est l'association que je dirige maintenant après que j'ai quitté le Parlement européen. On a essayé d'assister à un projet à Tikrit qui était exactement de faire le diagnostic précoce du cancer aux femmes. C'est un projet que M. Maliki a bien saboté, qui n'a pas abouti, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est que ça serait la première fois qu'à Tikrit, pour une clinique des femmes, on aurait un équipement qui existait déjà, auparavant, avait existé déjà à Ashraf. Ashraf était très très bien équipé, et ce qu'on fait, c'est du meurtre d'une façon absolument sadique et qu'on peut seulement comprendre si on comprend la mentalité des ayatollahs iraniens, qui est la chose la plus tordue vraiment que je puisse m'imaginer. Et donc c'est un crime contre l'humanité ce qu'on assiste à Liberty. Et il faut l'arrêter
Il faut que l'Occident change de politique. On ne peut pas continuer comme ça. Mais surtout en tant que médecin de santé publique, je suis bouleversé et révolté d'apprendre les décès successifs des résidents réfugiés du camp Liberty par le manque délibéré et programmé des soins. Le blocus médical se poursuit avec le lot d'obstacles et l'accès aux soins des réfugiés. Ces 2700 résidents réfugiés, je crois qu'il faut les appeler comme ça systématiquement parce qu'ils doivent avoir ce statut très clair et reconnu, ont des droits fondamentaux tels que l'accès aux médecins et à la médecine, la confidentialité des relations médecin-patient et le droit des patients d'avoir un interprète et d'être accompagnés par des infirmières en cas de besoin, notamment lors des déplacements. Le droit à la santé, comme d'autres droits humains, est au-dessus du statut juridique de ces individus et a été reconnu internationalement. Quelques exemples parmi plusieurs centaines, vous m'excuserez sur les noms propres. Le 4 février 2015, Ali Salari est décédé d'un cancer dans le camp par faute d'accès aux soins. Il s'agit du 24e malade décédé suite au blocus. Le 30 janvier s'est éteint en Albanie Ashgar Shrifi, gravement blessé à la tête lors des attaques, vous le rappelez, à la Roquette en juin 2013 au camp Liberty. Le 23 décembre 2013, Behrouz Rahiman ne peut être hospitalisé et il meurt 3 jours plus tard. En avril 2014, l'ingénieur Mohamed Hassin Varznouni a perdu connaissance, puis est transféré à la clinique irakienne à l'intérieur du camp, clinique sous-équipée quant aux soins à prodiguer. Il est également décédé. Mohamed Barbé est décédé suite à une prise en charge défectueuse d'une crise cardiaque. Il aurait dû être transféré dans un hôpital de Bagdad, mais les forces irakiennes l'ont empêché. Sans compter toutes les pathologies nécessitant des soins et des actes chirurgicaux, soins qui sont refusés ou tellement différés que les personnes en sont définitivement affectées, voire décèdent, comme les cancers non investigués ou non traités selon les standards internationaux largement admis, et si traités, non suivis jusqu'à la rémission, ou par exemple les cataractes et autres pathologies entraînant une malvision, voire la cécité. Pour arrêter ces meurtres programmés et ces assassinats planifiés, il faut briser ce blocus médical et permettre de transférer les malades vers des centres adaptés, les faire accompagner par des interprètes et surveiller que l'on ne viole pas le droit aux infirmières d'accompagner ces patients. Du document, c'est l'observation générale numéro 14 du Comité des droits relatifs aux droits économiques, socioculturels. Et c'est l'observation générale sur les droits à la santé. Et on souligne l'obligation de respecter, l'obligation de protéger, l'obligation de faciliter. Et je vous lis, les États sont en particulier liés par l'obligation de respecter le droit à la santé, notamment en s'abstenant de refuser ou d'amoindrir l'égalité d'accès de toutes les personnes, dont les détenus, les demandeurs d'asile, aux soins de santé, etc. En ce qui concerne les blocus, le paragraphe 41 de cette observation générale est clair. Les États devraient en toutes circonstances s'abstenir d'imposer un embargo ou des mesures restrictives sur l'approvisionnement en médicaments et matériel médical. Les fournitures de biens de ce type ne devraient jamais servir d'instrument de pression politique ou économique, etc. On peut aussi citer la constitution de l'Organisation mondiale pour la santé, qui souligne les obligations des États dans ce domaine de garantir la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité et la qualité des soins médicaux. Elle souligne aussi qu'il doit toujours avoir le plus haut niveau d'accès aux médicaments essentiels. Je demande également que les coupables soient jugés par la Cour internationale ad hoc, voire la Cour européenne des droits de l'homme pour crimes contre l'humanité.
Nous rappelons les engagements répétés adressés au gouvernement des États-Unis, aux Nations Unies à New York, y compris au commissariat aux réfugiés de l'ONU ici à Genève, en vue d'assurer la sécurité et la santé aux réfugiés du camp Liberty. Nous rappelons, et en insistant une fois de plus, à agir immédiatement pour mettre fin à ce blocus criminel et à donner aux habitants un accès illimité aux services médicaux en Irak. Nous rappelons également que ces blocus sont des violations flagrantes et graves du droit international face aux crimes contre l'humanité dont leurs auteurs doivent être tenus pour responsables. Jean-Charles Riel a rappelé tout à l'heure les actions que nous avons menées ensemble auprès des ministres cantonaux de la santé des cantons de Vaud et de Genève. C'était en 2004, je ne sais plus en quelle année, où ces ministres étaient d'accord et avaient donné les instructions aux directeurs des hôpitaux universitaires de Genève et de Lausanne pour qu'il y ait des places en vue de recevoir des malades et des blessés qui étaient à l'époque le camp d'Ashraf. C'est vrai que vous vous souvenez peut-être de ce bras de fer qui avait eu lieu lorsque, justement, l'Irak, sous la pression de l'Iran, a voulu déplacer les habitants de Ashraf à Liberty. Il y a eu un chantage terrible pour que, finalement, après des mois de discussion, après des moments extrêmement durs, eh bien, il y a eu déplacement d'ailleurs en plusieurs moments parce que la discussion c'était mais si vous ne partez pas, nous allons détruire Ashraf. Et puis, vous partez, mais maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de plus? On a mis ces hommes et ces femmes dans une situation qui est tout à fait inhumaine. Et il nous importe effectivement de dénoncer une nouvelle fois cette situation. Et c'est vrai que M. Sayas en parlait, nous avons des mécanismes spéciaux qu'il faut utiliser, mais nous sommes dans cette maison aussi, et cette maison devrait entendre effectivement que depuis plusieurs années déjà, eh bien, les uns et les autres, nous essayons d'être la médiation entre les hommes et les femmes de Liberty et puis toutes ces organisations internationales qui finalement jusqu'à présent n'ont que le silence comme réponse et laissent faire cette destruction complètement inhumaine des hommes et des femmes qui se trouvent aujourd'hui dans le camp Liberty. J'ai ici une liste à ma disposition que nous avons reçue du comité médical de Liberty. Cette liste qui est la Statistic Table of Waiting List of Medical Referral de janvier 2012 à janvier 2015. Et c'est distingué par hommes et femmes. Et c'est pour tous les différents domaines de, je ne vais pas vous lire tous, orthopédie, MRI, general surgery, internal medicine, ophtalmologie, neurologie, cardiologie, rhumatologie, urologie. Et ici, j'ai le chiffre de 907. Là, vous avez vu seulement 10 ou 15 personnes. Il y a 907 personnes qui sont dans ce waiting list et qu'on retient pour des raisons politiques. D'où l'importance de votre présence ici, mesdames et messieurs, parce que chacun de vous ici présents, en plus de panélistes qui ont vraiment enrichi ce débat, c'est un témoignage que vous pouvez apporter chacun de vous directement par votre propre email vers le mail général. Il existe un mail de Special Rapporteur pour le rapporteur spécial pour le droit à la santé. Chacun de vous peut faire un mail et protester contre cette situation, en plus de compte rendu qui sera donc présenté. Et je finis pour juste que ce soit clair, que les principales demandes sont d'abord que les résidents doivent être capables d'aller dans les différents hôpitaux au nombre qu'il faut, et pas limiter le nombre. Actuellement, c'est 4 ou 5 personnes par jour, et parfois même supprimer.
et avoir leur propre interprète, leur propre nurse qui les accompagne. Deuxièmement, les résidents doivent être autorisés de transférer les équipements médicaux que Paolo Casaca a dit, qui sont à peu près de valeur de 2 millions de dollars. Tous les appareils IRM, radiologie, bloc opératoire, qui sont restés à Ashraf et qu'on ne laisse pas le transfert à Liberty. Sinon, il n'y aura pas besoin de prendre des rendez-vous à Bagdad pour aller chercher. Nous avons des médecins à Liberty qui sont capables d'utiliser ces moyens pour apporter les soins nécessaires. Et troisièmement, que les résidents soient autorisés, que des spécialistes irakiens puissent venir à Liberty avec leurs propres frais. Gianfranco a dit les chiffres des frais que les gens à Liberty, le comité médical à Liberty, a assumé des millions de dollars pour que ces soins puissent jusqu'à présent soient apportés, qu'il ne soit trop tard quand ils sont transférés en Albanie ou dans des pays tiers où on ne peut plus apporter les soins nécessaires.